Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. Le secteur des biotechnologies genevois possède une longue tradition d'excellence. De nombreuses recherches pour traiter les maladies et virus auxquels nous sommes quotidiennement confrontés soulèvent des enjeux économiques, sanitaires et éthiques. Alors comment ces entreprises continuent d'innover dans un secteur hautement concurrentiel et mondialisé? Quelles sont les conditions cadres favorables au développement de ces solutions novatrices? Où en est la recherche sur les biotechnologies? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Saviez-vous que l'arc lémanique est aussi appelé la Health Valley, ou vallée de la santé, en raison de son pôle spécialisé en sciences de la vie? Les récents défis liés à la pandémie lui donnent l'opportunité de trouver encore de nouveaux débouchés. Parmi les innombrables sociétés biotech présentes au bout du lac, on trouve Epithelix, qui s'intéresse au tissu pulmonaire humain. On a mis au point à Epithelix une technologie qui permet de reconstituer des tissus pulmonaires in vitro. Et cela sur une durée de vie d'1 année. C'est ça qui a fait, l'avancée technologique majeure et qui a été le moteur de la création de la société en 2006 déjà. Cette formule quasi unique au monde permet de tester de nouvelles thérapies. Nous fabriquons des mini-poumons humains à partir de ces déchets d'opération et qui reproduisent les mêmes propriétés morphologiques et fonctionnelles que le tissu natif. Ces mini-poumons ils sont aujourd'hui utilisés comme des outils de recherche pour à la fois tester la toxicité de produits que l'on inhale ou l'efficacité pour les maladies respiratoires. Et pour mener à bien ses recherches, Epithelix va soumettre ses mini-poumons à rude épreuve. On va les infecter au départ avec le virus de choix. On va pouvoir essayer de le traiter avec soit des thérapies existantes, soit des nouvelles thérapies et des nouvelles approches antivirales. On a été notamment très actifs pour tester donc des antiviraux contre le SARS-CoV-2, le coronavirus et ces nouveaux variants maintenant. Atout supplémentaire de la méthode, elle offre une alternative à l'expérimentation animale. Autre méthode innovante, celle de Lightchain Bioscience. Elle a focalisé ses recherches sur les anticorps. Notre activité, c'est de développer des anticorps à but thérapeutique. Donc ces anticorps, on doit les injecter à des patients qui souffrent de maladies sévères, typiquement le cancer ou des maladies auto-immunes. Donc oui, c'est très important que ces anticorps soient des anticorps humains pour qu'ils soient bien tolérés par les patients. Et dans ces anticorps, il y a un peu des anticorps, on va dire, traditionnels, qui ont une structure d'Y, et où les deux bras de l'Y lient la même cible, c'est ce qu'on fait en anticorps normalement. Et nous, on a développé une technologie qui permet de faire des anticorps, mais dont les deux bras lient deux cibles différentes. Donc ça, c'est vraiment notre angle principal de développement aujourd'hui. Ce type d'anticorps est particulièrement adapté à l'application thérapeutique lors d'une administration prolongée aux patients. Pour Nicolas Fischer, les enjeux à relever dans ce contexte sont multiples. Toujours se tenir au courant de l'évolution des sciences du vivant, de la médecine, puis essayer d'anticiper un petit peu dans un certain nombre d'années, quand nos projets seront suffisamment avancés, qu'est-ce qui sera aussi arrivé sur le marché, qui sera aussi nos compétiteurs. Donc ça, c'est un élément important. Je dirais après, il y a aussi tout l'aspect de la propriété intellectuelle, qui est un enjeu assez important, puis évidemment des enjeux financiers, parce que tout ça, évidemment, est assez coûteux comme développement. La molécule développée cliniquement ici est parmi les plus avancées en phase 1. Mais les projets de Lightchain Bioscience ne manquent pas. On a développé notre technologie qu'on déploie pour faire des produits, pour faire des candidats de médicaments, donc c'est vraiment un grand axe d'activité. D'un autre côté, on pense aussi à l'avenir pour rester un peu à la pointe de l'innovation. J'ai parlé d'anticorps bispécifiques. Les maladies complexes sont généralement multifactorielles, donc déjà avoir deux spécificités, c'est quelque chose de positif, mais aller au-delà, c'est aussi quelque chose qu'on pousse, donc faire des anticorps multispécifiques, donc ça c'est un peu le côté continuer à développer notre technologie pour créer les molécules de demain. Point commun entre ces deux entreprises, comme souvent dans l'industrie de pointe, l'étroitesse des liens avec les universités et hautes écoles locales, ce qui prouve le dynamisme de l'arc lémanique en la matière. On a tout le tissu économique de biotech qui s'intéresse à ces maladies-là, qui ont des molécules mais qui ne savent pas forcément comment les tester. Et c'est là où on collabore avec eux, on développe des nouveaux outils. Il y a beaucoup de start-up en biotechnologie, il y a évidemment les grandes écoles, les universités qui permettent aussi d'avoir des interactions, des collaborations très fructueuses. Cela dit, on n'est pas les seuls au monde, donc il faut qu'on soit quand même attentif pour continuer à mettre en place disons, un environnement, un écosystème bénéfique à développement de ce type d'activité. Des constats encourageants certes, mais ils ne signifient pas que l'arc lémanique est exempt de toute critique.
Il doit par exemple mieux s'entourer de groupes leaders et engager plus de capital risque. Mais avec 1000 entreprises, 40 instituts de recherche et 100 milliards de francs en exportation, son industrie biotech a des atouts que beaucoup nous envient déjà. Jésus Martin Garcia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CEO de Jeneuro, une société de biotechnologie qui développe de nouveaux traitements pour lutter contre les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques. Alors avant tout, qu'est-ce qu'une maladie auto-immune ? Une maladie auto-immune est une maladie dans laquelle le système immunitaire du patient se retourne contre le soi et crée des dommages, alors que celui-ci est normalement fait pour prévenir d'attaques extérieures. Là, il se met en marche sans raison apparente. Quel type de traitement vous développez ? Nous développons des anticorps monoclonaux qui ciblent des protéines qui sont produites par le patient et que nous avons montré être probablement une des principales causes de cet emballement du système immunitaire. Alors, à quel stade de développement êtes-vous et quels sont les résultats actuellement obtenus ? Nous avons déjà traité plus de 250 patients pendant 2 ans, en ce qu'on appelle une phase 2, donc sur des personnes qui sont malades, atteintes de la maladie. Nous avons eu des résultats extrêmement encourageants, aussi bien dans la réduction de l'atrophie du cerveau, des dommages permanents, la maintenance de l'intégrité de la myéline sur ces patients. Et nous terminons actuellement nos essais de phase 2 en partenariat avec le Karolinska en Suède. Vous bénéficiez de plus de 30 ans de recherche sur les rétrovirus anthogènes humains. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est difficile à dire, rétrovirus endogène humain. En fait, pour comprendre simplement, une partie de notre ADN est faite des contaminations virales qui ont infecté nos ancêtres. Lorsqu'un virus pénètre dans une cellule, il y laisse une trace dans l'ADN. Au cours des temps, ces traces se sont accumulées et aujourd'hui, dans l'ADN humain, 8% de votre ADN, le mien, celui de tous les téléspectateurs aujourd'hui, est fait de restes de contamination rétrovirale. Or, celles-ci peuvent être, entre guillemets, réveillées par des contaminations externes, notamment par d'autres rétrovirus. Et cette intégration ou cette influence entre les virus externes et notre virome dans notre ADN peut être extrêmement important dans certaines maladies parce qu'elle donne lieu à la production de protéines qui ont un rôle, notamment dans les maladies auto-immunes, mais aussi dans pas mal d'autres indications. En quoi l'approche de Jeneuro est une approche novatrice ? C'est une approche, en fait, elle démarre il y a plus de 30 ans à l'Institut Mérieux à Lyon, avec la découverte des rétrovirus endogènes humains. Et la société s'est créée en 2006 à Genève, entre un partenariat entre l'Institut Mérieux et Éclosion, à l'époque, qui était là pour lancer des sociétés dans le domaine des sciences de la vie. Nous avons continué pendant 15 ans à être une société franco-suisse, puisque nos laboratoires de recherche sont restés à Lyon, mais tout ce qui est le développement de médicaments est fait depuis Genève. Quels sont les enjeux auxquels vous faites face pour développer votre traitement à Genève ? Disons qu'il y a le court terme. Je pense que comme tout le monde, on doit s'adapter à la crise pandémique qui nous occupe quand même pleinement. Et ça a provoqué parfois quelques frictions au retard, notamment dans la logistique, comme tout le monde. Mais pour l'instant, on a réussi à ne perdre que quelques jours ou semaines ici et là. Donc pour l'instant, rien de critique, bien que comme tout le monde, on a bien envie de laisser cet épisode derrière nous. Par contre, la plus grande difficulté, je dirais, pour une société non seulement suisse, mais européenne aujourd'hui, c'est le financement pour les dernières phases de développement d'un médicament, qui sont des phases qui sont extrêmement chères dans un marché dans lequel le financement n'est pas facile à obtenir. Alors, je sais que vous êtes aussi très attentif aux questions d'éthique chez Jeneuro. Alors justement, comment vous traitez cet aspect ? Écoutez, l'éthique, bien sûr, c'est quelque chose de très important dans notre société. Je pense qu'elle fait partie de notre ADN depuis le départ. Nous sommes partis d'une société de recherche et nous avons développé chaque étape sans jamais couper un coin. Et aujourd'hui, nous sommes dans des essais cliniques avec les centres les plus prestigieux qui montrent notre attachement aussi à l'éthique. Après, bien sûr, se posent plus de questions à long terme, par contre, sur l'accès aux médicaments et la possibilité pour les gens d'avoir accès à des traitements aussi innovants que le nôtre. Et ce sont des choses, effectivement, qui nous occupent et nous préoccupent déjà aujourd'hui à l'avance. Est-ce que la Suisse propose des conditions cadres favorables au développement de vos traitements ? Écoutez, je pense qu'il faut disons, il y a deux problèmes. Il y a le problème qui n'est pas seulement suisse, mais européen dans le domaine du financement.
L'année passée, il y a eu plus de 65 IPO aux États-Unis qui ont levé plus de 70 milliards de dollars. En Europe, on les compte sur la doigt d'une main, ainsi que le nombre de centaines de millions levés. Donc, il y a un gap ou un fossé de plus en plus profond entre l'Amérique et l'Europe du point de vue du financement, alors que la recherche en Europe est au moins aussi bonne. La Suisse ne fait pas d'exception par rapport à cela. Je pense que le seul grand problème aujourd'hui qui différencie un peu la Suisse de nos amis européens, c'est les conditions cadres liées à l'accord du même nom, qui pourraient, en cas de problème à moyen terme pour les sociétés suisses d'avoir accès au marché européen, créer des problèmes vraiment, vraiment épouvantables. Pas du tout d'un point de vue, je dirais, les gens s'imaginent l'économie, faire de l'argent, etc. Non, là on parle des emplois, on parle de l'innovation, c'est-à-dire que si on ne peut pas avoir accès à ces marchés-là, on ne va pas pouvoir continuer notre activité. Si on ne peut pas continuer notre activité, ça veut dire qu'il y a des emplois qui vont forcément partir à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose de très important que les gens comprennent. Jésus-Martin Garcia, merci beaucoup. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.